Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan du cours sur la reproduction sexuée et la reproduction asexuée des animaux et des plantes, correction et bilan des activités réalisées avec le Geniali. Pour commencer, on va regarder la vidéo Lumni sur les mésanges charbonnières. On peut voir dans cette vidéo que les mésanges charbonnières vivent naturellement en forêt. On en trouve aussi dans les jardins. En forêt, elles trouvent une nourriture abondante, essentiellement composée d'insectes. Les papillons sont des insectes. La mésange est donc zoophage. Dans les jardins, la nourriture est moins abondante, surtout si le jardinier utilise des insecticides et autres produits chimiques. L'homme fournit souvent de la nourriture sous forme de graines. Le régime alimentaire de la mésange change donc. Elle est alors omnivore. Lorsque la nourriture est plus abondante, le taux de reproduction est plus important et la population augmente plus. Sur le schéma bilan, on voit que la nourriture et la reproduction augmentent les populations de mésanges. Par contre, la prédation diminue ces populations. L'équilibre est différent selon les milieux de vie. Pour se reproduire, le mâle mésange charme la femelle en chantant. De nombreux animaux effectuent une parade nuptiale pour attirer un partenaire. Selon les espèces, c'est le mâle ou la femelle qui attire l'autre. Dans nos exemples, c'est plus souvent le mâle. Les moyens sont variés, des cris, des chants, des combats, des danses, faire la roue, libérer des odeurs. On parle de reproduction sexuée car le jeune provient de la rencontre entre un élément mâle et un élément femelle, l'ovule. Les expériences historiques de Spallanzani nous montrent que sans sperme, les ovules de grenouille ne donnent jamais de tétard. Alors, si on prend notre première expérience, au moment de l'accouplement, on a donc libération d'ovules et de sperme, et on voit que le résultat, c'est l'obtention de tétard. Dans la deuxième expérience, Spallanzani a mis un caleçon aux grenouilles mâles. Au moment de l'accouplement, dans l'eau, on a donc juste eu des ovules. Ces ovules ne se sont pas transformés en tétard, ils ont fini par se dégrader. Dans la troisième expérience, Spallanzani a laissé s'accoupler des grenouilles, le mâle ayant un caleçon. Ensuite, il a récupéré le liquide qui était contenu dans le caleçon. Avec ce liquide, il a arrosé les ovules de la femelle et on voit qu'on a eu obtention de tétard. Ces expériences montrent bien qu'il faut des éléments mâles, le sperme, et des éléments femelles, les ovules. En observant le sperme au microscope, on s'aperçoit qu'il contient des spermatozoïdes. Donc ce sont des cellules toutes petites, puisqu'on est à un grossissement de 400 au microscope. Ce sont des éléments mâles qui vont féconder les ovules pour donner une cellule œuf puis un nouvel individu. Donc ce que je dois retenir, c'est que la reproduction sexuée, ça correspond à l'union d'une cellule mâle, le spermatozoïde, et d'une cellule femelle, l'ovule. Au cours de cette union qui s'appelle fécondation, on va obtenir une cellule œuf et cette fécondation va être à l'origine d'un nouvel individu. Il existe deux types de fécondation, soit dans le corps de la femelle, on va parler d'une fécondation interne, puisqu'elle se passe à l'intérieur du corps de la femelle. C'est l'exemple du petit rorqual, puisque la fécondation a lieu dans l'appareil reproducteur de la femelle. Du fait, le jeune va se développer dans l'appareil reproducteur de la femelle. Il y a aussi une fécondation qui est dite externe, c'est le cas du merlan, puisque cette fécondation va se passer dans le milieu, donc dans l'eau de mer. Elle va être à l'extérieur du corps de la femelle, d'où externe. La fécondation interne a un meilleur taux de réussite, mais elle produit moins de jeunes. Dans l'exemple du petit rorqual, on va avoir un jeune par an. Par contre, ce jeune a de grandes chances de devenir adulte. La mortalité des jeunes est faible, puisque la maman va s'occuper de son jeune pendant 1 an. Chez les merlans, dans l'exemple de la fécondation externe, les chances de réussite sont beaucoup moins bonnes. Par contre, les cellules sexuelles sont très nombreuses.
Heureusement, puisque ces cellules sexuelles, ces œufs et ces jeunes sont abandonnés sans surveillance dans l'eau de mer. La mortalité va être importante. Pour autant, on aura une quantité importante de jeunes merlans. On peut retrouver ces données sur le schéma de la dynamique des populations. Quand on est dans le cas du petit rorqual, on a une population qui est augmentée par la reproduction, un jeune par an, mais qui est diminuée par la pêche, 15 000 individus par an. Globalement, la population de petits rorquals a tendance à diminuer. Si on prend l'exemple du merlan, on a une population de merlan qui est plus importante, un taux de reproduction qui est meilleur et une diminution par la pêche. La pêche est moins importante que la reproduction, on a donc une population de merlan qui se porte bien. Comme la fécondation externe se passe le plus souvent dans l'eau, les cellules sexuelles ont moins de chances de se rencontrer, en particulier dans l'eau de mer avec les courants et les vagues. Certaines espèces ont donc des ovules qui attirent les spermatozoïdes en libérant des molécules. Cela augmente les chances de réussite. C'est ce qu'on va observer chez l'oursin. Donc les oursins, pour se donner un maximum de chances, vont libérer en même temps d'énormes quantités d'ovules et de spermatozoïdes à la pleine lune. La fécondation est donc externe. Si on regarde les expériences, les spermatozoïdes dans les 3 expériences sont dans une goutte d'eau de mer. Par contre, ce qui va changer, c'est la présence ou non d'ovules. Alors, dans la première expérience, on a des ovules dans l'eau de mer. Si on crée un pont d'eau de mer entre les deux, on va s'apercevoir que les spermatozoïdes se déplacent vers les ovules et on a fécondation. Dans l'expérience numéro 2, on a pris de l'eau de mer qui ne contient pas d'ovules. Si on crée le pont d'eau de mer, il ne se passe absolument rien, les spermatozoïdes ne se déplacent pas, il n'y a pas fécondation. Dans l'expérience numéro 3, on a pris de l'eau dans laquelle les ovules ont séjourné, mais ces ovules ont été enlevés. On va créer le pont de mer et on voit que les spermatozoïdes vont se déplacer vers la goutte d'eau qui a contenu des ovules. Il n'y a pas fécondation puisqu'il n'y a pas d'ovules, mais il y a eu déplacement des spermatozoïdes. Ces expériences nous montrent bien l'attraction qui est faite par les ovules et qui permet d'avoir un maximum de fécondation. Chez les végétaux, il existe aussi un moyen qui favorise la rencontre des cellules sexuelles. Donc chez les végétaux, pour avoir une reproduction, il faut une fleur et il faut que cette fleur soit pollinisée. Après la pollinisation, le grain de pollen germe et fabrique un grand tube qui est appelé le tube pollinique. Alors on voit le départ du tube pollinique ici sur l'image au microscope. Donc le grain de pollen qui est ici a germé et il a fabriqué ce tube pollinique. À l'intérieur du tube pollinique, j'ai la cellule reproductrice mâle. En général, il y en a 2. Donc quand le grain de pollen germe, il va fabriquer petit à petit ce tube pollinique. Ce tube pollinique va amener les cellules mâles au contact de l'ovule et va favoriser la fécondation. J'ai donc une reproduction sexuée puisque j'ai des éléments mâles et des éléments femelles, une fécondation qui va permettre la formation de fruits et de graines. La reproduction sexuée nécessite des éléments mâles et femelles et une fécondation. Il existe un autre mode de reproduction où ces éléments n'interviennent pas. C'est la reproduction asexuée. Cette autre reproduction est dite asexuée car il n'y a qu'un seul parent. Ce parent va former des organes comme le rhizome chez la fougère. C'est l'élément que vous voyez ici ou là. Et donc sur ce rhizome, je vais avoir formation de bourgeons et puis à un moment donné, je vais avoir croissance d'une nouvelle fougère. Je vais avoir la même chose chez le fraisier avec donc cette tige qui s'appelle un stolon. Cette tige donc, qui va permettre de former des jeunes fraisiers. Mais je vais avoir ça aussi chez les animaux. Donc chez les animaux, on va avoir par exemple l'exemple du puceron. Les pucerons se reproduisent de façon sexuée, un mâle et une femelle avec obtention d'œufs. Par contre, si les conditions de vie sont très bonnes, l'été, une femelle toute seule peut se reproduire et former un groupe de femelles.
Ce groupe de femelles, on va appeler ça un clone, puisqu'elles sont toutes identiques et identiques à la femelle de départ. Schéma bilan, on voit que la reproduction sexuée entre deux rosiers différents, donc par exemple celui-ci et celui-là, va nous permettre d'obtenir 3 nouveaux rosiers, 3 nouveaux individus qui ont des couleurs différentes. La reproduction sexuée me donne des individus différents. Par contre, si j'utilise la reproduction asexuée, que je prends par exemple une tige de rosier pour en faire une bouture, je vais obtenir des individus strictement identiques. Si je prends ce rosier jaune-orangé, je vais obtenir des rosiers jaune-orangé. Si je prends un morceau de tige de rosier rose, je vais obtenir un rosier rose. Si je prends un morceau de tige du rosier jaune, je vais obtenir un rosier jaune. Si je prends plusieurs morceaux de tige, je vais obtenir ce qu'on appelle un clone, c'est-à-dire un groupe d'individus qui sont tous identiques entre eux et identiques à l'individu de départ. Cette reproduction asexuée, elle me permet d'avoir une population très rapidement, mais c'est une population qui est toute identique. Si le milieu de vie change, la reproduction sexuée me permettant d'avoir des individus différents, il se peut que certains individus meurent, mais que d'autres puissent résister. J'aurai toujours des rosiers. Par contre, quand j'ai des populations qui sont toutes identiques parce qu'obtenues par reproduction asexuée, alors il se peut que tous les individus disparaissent et éventuellement il se pourrait qu'il ne me reste plus de rosiers. La reproduction sexuée est lente, mais elle me permet d'avoir une variété, une diversité d'individus qui vont être capables de résister à différentes conditions du milieu, alors que la reproduction asexuée, rapide, me donnant des individus tous identiques, peut me donner des populations qui vont être fragiles et qui ne vont pas pouvoir résister à certaines modifications du milieu. Les deux types de reproduction ont donc à la fois des avantages et des inconvénients, et chez certains animaux et végétaux, elles se complètent pour permettre à la population d'avoir une dynamique positive.